Bonjour, nous sommes le vendredi 12 mars 2021. Ça me fait toujours plaisir de dire cette date 2021. Quand j'étais gosse, je me disais, si tu arrives à l'an 2000, ce sera déjà pas mal du tout. Alors, dire des dates comme 2021. Bon, comment je vais appeler ça? Je vais appeler ça, quelle est la priorité des priorités pour la gauche? Voilà. Alors, si vous regardez un peu mon blog, vous voyez que je ne me suis pas fatigué. C'est le titre d'un billet que j'ai mis hier soir. Et en fait, bon, c'est un titre d'un supplément pour la revue papier. Euh, et il est ajouté 63 personnalités répondent. Alors, qu'est-ce que c'est ce truc? Parce que les commentateurs sur mon blog se posent plein de questions. Pourquoi est-ce qu'on voit certains noms? Pourquoi est-ce qu'on n'en voit pas d'autres? Pourquoi est-ce que c'est imprimé sur du papier jaune? Pourquoi est-ce que c'est fait en deux colonnes et pas sur une seule? Euh, qui est une manière de noyer le poisson de la question qui est posée, qui est une question importante. Et moi, ce qui m'épate le plus, parce que bon, sur mon blog, il y a toujours eu pas mal de commentaires. Il y a une époque où il y en avait davantage que 500 par jour. Et là, on a dû fermer le robinet parce que on n'arrive même plus à tous les lire. Alors pourquoi est-ce que c'est important de les lire? Parce que il y a des gens qui écrivent parfois des horreurs qui peuvent vous attirer des ennuis, et donc il fallait tout lire. Alors là, on avait fermé, puis on a relancé ça petit à petit. Et qu'est-ce qu'il y a en ce moment? Il y a une centaine de commentaires. Et j'ai jamais caché mes opinions sur le blog, donc il est dans sa 14e année ou quelque chose comme ça. Et j'ai eu le sentiment que la plupart des gens qui regardent mon blog sont des gens, que c'est des gens de gauche. Et alors de voir ces jours-ci cette sorte de hargne dès qu'on parle de gauche, une espèce de... Oui, c'est de la hargne, c'est une espèce de défaitisme, c'est une espèce de négativisme systématique. Moi j'appelais ça l'autre jour chou vert à verchou. Il paraît que c'est belge et que en France on dit blanc bonnet, bonnet blanc et blanc bonnet et bonnet blanc bonnet. Non, bonnet blanc et blanc bonnet. Voilà. Il faut que j'apprenne le français. Euh, Ce discours de voilà, qu'il y a des relents très, très, très gênants, historiques, quand on connaît un petit peu l'histoire. On reconnaît, on sait qui a dit le premier, ni de droite ni de gauche, on sait qui est le premier qui a dit du balai, tous pourris et tout ça. Euh, on connaît l'histoire, on reconnaît. Moi, quand je vois le mot bankster sur mon blog, je sais qui a employé ça le premier, je sais que c'est Monsieur Léon de Grelle, avec son parti Rex, son parti fasciste en Belgique. Donc voilà, j'ai toujours les oreilles qui pointent quand j'entends certains mots, certaines expressions, et j'entends beaucoup sur mon blog. Et c'est pas tellement que ce soit des relents d'extrême droite, mais c'est probablement que ce soit des relents d'extrême droite par des gens qui ne se savent pas d'extrême droite ou en train de glisser de ce côté-là. Et cette espèce de réaction, de haussement d'épaule dès que le mot gauche, renvoyant à la gauche comme un courant politique, apparaît dans quelque chose, ça m'inquiète tout particulièrement. Si c'était des gens dont j'ai jamais entendu parler, qui viennent faire un commentaire pour la première fois sur mon blog, mais il y a là-dedans, malheureusement, il y a de très anciens commentateurs. Et là, ça dit sans doute quelque chose sur ce qui est en train de se passer. Et c'est tout particulièrement inquiétant. C'est pas bon de mon point de vue, que quand on dit oui, est-ce que la gauche pense ceci ou cela, qu'il y ait systématiquement comme ça des messages disant la gauche ça n'existe plus, de toute manière il vaut mieux pas en parler, etc. Euh, non, 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 non. La gauche, ça représente quelque chose. Il y a des tas de choses qui ont été extrêmement dangereuses et qui se disaient de gauche. Il y a des tas de gens qui sont partis de principes tout à fait généreux et de partage et tout ça, et voilà, qui sont arrivés aux endroits les plus inquiétants à partir de là, en Belgique en particulier. On pense toujours, bien entendu, à Paul Deman, qui a été un grand théoricien du socialisme, avant de glisser lui aussi vers l'extrême droite petit à petit.
petit à petit, hein, bon, avec cautionnant des discours antisémites délirants. Son neveu, d'ailleurs, une grande personnalité, là, voilà, un élève de Derrida, qui a fait carrière et puis dont on a découvert par la suite qu'il avait suivi son oncle durant la Deuxième Guerre mondiale dans des délires antisémites, des discours véritablement d'extrême droite. Bon, tout ça est inquiétant. On sait, on a déjà vu, voilà, on le sait. Il y a des personnalités comme Sorel qui sont revendiquées à la fois par la gauche et par Mussolini, qui se disait un grand élève, un grand disciple de Sorel. Il y a des ambiguïtés, mais il y a quand même des différences. Il y a cette tradition à gauche, il y a deux traditions à gauche. Il y en a une tradition voilà, euh, qui s'est appelée à l'époque de l'internationale ouvrière, de l'internationale, à l'époque où ça existait à la fin du 19e siècle. Il y avait le courant anti-autoritaire. Et pourquoi il s'appelait anti-autoritaire, si vous ne le savez pas? Parce que l'autre grand courant, c'était le courant marxiste. Et cette internationale, elle a explosé. Et cette division entre deux gauches, la gauche marxiste et puis l'autre, s'est perpétuée. Et Marx et Engels, déjà dans le manifeste du Parti communiste, ou le manifeste communiste, ça s'est appelé de deux manières différentes, euh, sont très durs avec les autres courants de la gauche, en particulier ce qu'ils appellent le socialisme petit bourgeois. Euh, Ils n'aiment pas non plus tout ce qui était d'inspiration, qu'on pourrait appeler, disons, la pensée sociale à l'intérieur du christianisme et du catholicisme. Euh, tous les anarchistes passent un mauvais quart d'heure. Tous les socialistes qu'ils ont appelé, et l'expression est restée malheureusement utopiste pour dire qu'ils n'étaient pas comme eux, des socialistes scientifiques. Euh, à la manière de Engels et Karl. Et ça me conduit à parler de la gauche. Bon, c'est pas simplement en France, en Belgique, en Suisse. La question s'est posée, elle se pose là, elle commence à se poser aux États-Unis. Ça fait partie, bien entendu, des Trumpistes d'appeler gauchistes tout ce à quoi ils ne sont pas d'accord. Tous les discours des parlementaires, sénateurs républicains en ce moment, c'est de dire regardez l'influence des gauchistes parmi les démocrates, il n'y a pas de différence, tout ça c'est de l'extrême gauche, et ainsi de suite. Mais, je viens d'utiliser cette expression de christianisme social. Bon, ça date du 19e siècle. Il y a eu des débats au sein du catholicisme. Il y a eu cette contre-réforme qui s'est identifiée dans la personne de, de Bernadette Soubirous. Bon, il y a une très bonne littérature sur ça, que c'est voilà, l'apparition de Lourdes. Ça apparaît, oui, c'est le cas de le dire, dans un cadre de questionnement du catholicisme, et en particulier de l'apparition d'un catholicisme véritablement social. Et la contre-révolution avec le culte de la Vierge de Lourdes, dont reste encore pas mal je dirais, de traces aujourd'hui. Et pourquoi est-ce que j'en parle? Parce qu'on voit apparaître ce christianisme social. Où est-ce qu'on le voit apparaître en ce moment? Ce catholicisme social, eh bien, de manière un peu inattendue pour moi, parce que je n'avais pas fait attention au départ, là, à l'époque où il était vice-président, je n'attachais aucune importance à Biden. Quand il a fait sa campagne et que il était très vulnérable sur cette affaire de son fils qui touchait des jetons de présence dans une entreprise ukrainienne pour nulle autre raison que d'être le fils de M. Biden, ancien vice-président des États-Unis. Je n'avais pas fait trop attention à ce que c'était. Je savais, bon, il y a pas, s'il était élu, ce serait seulement le second
président des États-Unis catholique. Le premier, c'était John Kennedy, on oublie parfois ça, encore appelé Jack Kennedy. Et voilà, Biden, c'est le second. Et si j'avais fait un peu plus attention à ce qu'il disait, j'aurais remarqué plutôt que M. Joe Biden, c'est l'homme du pape François. Euh, Ils sont sur la même longueur d'onde. C'était déjà apparu un peu dans la campagne et c'est en train d'apparaître maintenant parce qu'on fait le bilan, on va faire le bilan des 100 premiers jours de M. Biden. Et quand on m'avait posé la question, on a dit, bon, on va comparer ça avec Obama, et ben je disais, bon, Biden va gagner. Parce que faire aussi peu qu'Obama avait fait dans ses 100 premiers jours, ça, c'est pas possible, ça, c'est un record absolu. Vous savez que, voilà, ça, je vous ai déjà expliqué, c'est monsieur Obama, c'est quelqu'un que je suis depuis très longtemps, depuis longtemps, même avant qu'il devienne président parce que je l'entends, je l'écoutais souvent. Voilà, il faisait partie des personnalités qu'on écoutait sur les radios que j'écoutais en allant au boulot et en revenant, en passant dans Malibu Canyon, ce qui est quand même pas mal. Euh, et là, je me suis méfié tout de suite du personnage. Il était vraiment très très ambigu. Il était toujours assis entre deux chaises. J'étais pas très enthousiaste. Alors quand on m'a dit, en particulier c'est une discussion que j'ai eue avec un de mes fils, Biden ça va être encore pire qu'Obama. J'ai dit bon, d'abord, ce sera difficile de le faire, et puis, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que je ne savais rien sur le personnage. Je ne voulais pas m'avancer, je ne savais pas trop. Et je viens de l'écouter tout à l'heure. Je viens d'écouter tout à l'heure dans un petit discours qu'il a fait pour affirmer son soutien au syndicalisme et de ce qu'il va faire pour le retour des syndicats. Alors j'ai vu quelques chiffres que je ne connaissais pas, je ne sais pas que c'était à ce point-là. En 53, 35% des Américains syndicalisés. Aujourd'hui, 6%, 6%. Et là, bon, entre 53 et maintenant, c'est véritablement la persécution. Persécution, on aimerait dire uniquement par les républicains, mais ce n'est pas le cas, aussi d'une certaine manière, ou alors un désintérêt total de la part des démocrates. Et là, ce petit discours de M. Biden, pour les gens qui disent on ne sait pas ce que c'est la droite et la gauche, ça n'existe plus, et ainsi de suite, là, non, quand même, hein, il n'y a pas de doute possible. Alors, quand les républicains disent Biden, c'est le socialisme, là, ils ont quelque chose, hein, ils ont vraiment quelque chose à montrer. Oui, 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 c'est bien du socialisme. Alors, c'est un peu la surprise, c'est un peu la surprise. Euh, D'autant que moi, je dois contraster ça avec cette réaction extrêmement négative, négativiste, dès que le mot gauche est prononcé sur mon propre blog. Bon, moi je fais pas partie, je vous l'ai déjà dit, je fais pas partie des gens qui ont leurs opinions politiques par rébellion, révolte contre leur milieu familial. Euh, les Jorions, aussi longtemps qu'on remonte, pour ce que je peux savoir, les Jorions étaient voilà, vraiment des gens de gauche, pas des bolcheviks avec le couteau entre les dents, mais quelque chose qui devait dériver au départ, je suppose, au 19e siècle du socialisme, pardon, de la pensée sociale catholique, et puis bon, qui s'est laïcisé, qui est devenu le socialisme, enfin le socialisme comme on le connaissait le socialisme de Blum, voilà, de Jaurès, enfin voilà, ce socialisme-là euh, du premier SPAC en Belgique, voilà, avant d'être un atlantiste forcené. SPAC était un jeune révolutionnaire qui a eu des problèmes, il a eu de véritables soucis en raison de ses positions politiques très très affirmées et très bon, les discours de SPAC dans les années 20 et 30, c'est des choses qu'on pourrait ressusciter. C'est voilà, ça a de la tenue, c'est pas mal du tout. Alors voilà. La gauche en perte de vitesse, d'après ce que je vois en France. Il y a un petit effort, là je vais quand même saluer une amie de longue date, Karima Deli, pour l'initiative dans les Hauts-de-France
voilà, de présenter une liste unifiée de la gauche. Espérons que ça fera des petits dans les restes du pays. Pour moi, c'est important. Pour moi, c'est voilà, je suis attaché, par tradition familiale et depuis mon enfance, en y ayant réfléchi de mon côté à ce socialisme non autoritaire ou même voire même anti-autoritaire. Euh, les premières grandes bagarres que j'ai eues, voilà, quand j'avais 15 ou 16 ans, c'était des prises de bec avec la présidente en particulier des jeunesses communistes. J'étais pas de ce côté-là. Je ne suis toujours pas, je suis extrêmement critique, enfin critique, le mot n'est pas assez fort sur ce qui a été l'expérience de l'Union soviétique, mais en même temps, bon, je me tiens à une position qui est claire. Et là aussi, c'est une chose, je vais quand même le mentionner, il y a en ce moment de la propagande, je dirais, anti-chinoise, d'inspiration atlantiste et si tout ça n'est pas écrit par la CIA même, et je crois que ce ne soit pas écrit par la CIA, parce que ce sont des anciens commentateurs du blog, mais je suis un peu inquiet voilà, de ce qui est en train de se passer de ce côté-là aussi. Euh, c'est pas bon, ça c'est pas le côté des États-Unis qui me convient. Celui qui me convient, j'en parle suffisamment voilà, quand je parle de Kerouac, de certains des grands auteurs de la gauche américaine, Jack London, enfin de tous ces euh, Sinclair Lewis et compagnie. Il y a une très très belle tradition de gauche aux États-Unis qui existe toujours, qui a toujours été très très loin de constituer des majorités absolues, qui a été représentée de manière admirable par Eleanor Roosevelt, et dans la mesure où son mari suivait parfois ce qu'elle disait. Voilà. On me rappelait récemment que quand on m'avait posé la question, je ne sais plus, il y a une dizaine d'années, quel est le plus grand président des États-Unis, j'ai dit Madame Eleanor Roosevelt, très très grande personnalité, très généreuse. C'est sans doute elle qui l'a inspiré à mener sa croisade contre le milieu de la finance, milieu de la banque. Alors voilà, on va terminer là-dessus. La gauche, ça existe, il y a une belle tradition, il y a des idées qui sont là, voilà, il y a des choses qui ont échoué, il y a des choses qu'on n'a même pas encore mis, je dirais, tenté même de mettre en application. Tout ça se trouve là, il faut recommencer à réfléchir, il faut refaire des choses. Dans cette déclaration là de 63 personnalités, moi je dis parce que la priorité, je dis, il faut construire une science économique, il faut faire ça rapidement. On n'a qu'un seul truc avec quelques petites critiques sur les marges, mais cette science économique, c'est un discours qui a été financé depuis la fin du 19e siècle, financé par le patronat, par les milieux financiers, par les banques. Et puis bon, après les écoles de commerce et ainsi de suite, mais il y a l'horizon d'une véritable connaissance de l'économie, elle est morte à la fin du 19e siècle. Les gens bon, tout à fait par hasard, Keynes s'est retrouvé professeur d'économie, Minsky a été professeur d'économie, mais voilà, bon, les gens qui ont fait une véritable science économique dans le système universitaire depuis 1870, on les compte sur les doigts d'une main. Il faudrait que ça change. Mais il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Et si on ne les fait pas, si on fait voilà, blanc bonnet, bonnet blanc et blanc bonnet, chou vert et vert chou, etc. Ouais, pourquoi? C'est pas la peine, etc. Ça donnera jamais rien. De toute façon, c'est râpé. Non, ben non, non, non. Imaginez votre arrière-grand-père dans une caverne et puis qu'il y a un type qui soit passé par là et qui dise ouais, ça sert à rien, on n'arrivera jamais à rien de bon. On ne serait pas où on en est. Alors, je ne veux pas dire qu'on est au paradis terrestre, non, très loin de là. Mais il y a quand même toujours des choses à faire, des choses à changer, et on peut les faire tous ensemble.
Et tous les gens qui m'écrivent en disant, écoutez, Monsieur Jorion, il faut quand même qu'on fasse quelque chose pour que la gauche ait ses chances aux prochaines élections électorales. Je dis oui, oui, réfléchissons, toute initiative est bonne, écrivez-moi, il faut qu'on en parle, etc. C'est vrai, il faut le faire. Sinon, bon, sinon c'est la peste brune, hein, on n'a pas le choix. Et comme je le disais d'entrée de jeu, il y a toujours la tentation à gauche de se laisser glisser de ce côté-là, de reprendre le même discours, de dire on va aller déloger l'extrême droite et puis qu'est-ce qu'on fait? On va aller tenir le même discours que l'extrême droite sur le même terrain et c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'on va sauver les choses. Voilà, il y a des échéances, on a encore du temps. La preuve, on est en 2021, je suis toujours là. On verra combien de temps ça tient. Mais bon, il faut qu'on retrouve le moral parmi les lecteurs de mon blog. Bon, c'est la première étape. Il faut qu'on crache pas tout de suite quand on voit une déclaration de 63 personnes de gauche, ou de dire pourquoi ceux qui sont pas là, ils sont pas là. J'en sais rien. Pourquoi il y a certains noms effectivement qu'on pouvait attendre sur cette liste et qui sont pas là. Je viens de montrer le mail que j'ai reçu. Monsieur Jorion, voilà, c'est la revue de France Culture qui s'appelle Papier. On vous pose la question, quelle est la priorité des priorités pour la gauche? Qu'est-ce que vous pouvez dire? J'ai répondu ce que je pouvais dire. Apparemment, il y a des gens qui ont fait des trucs beaucoup plus longs, bah, tant mieux. Alors on me dit, oui, mais vous dites tous des choses différentes. Bah oui, mais évidemment, mais la manière de présenter la question, c'était pour avoir un grand éventail de différentes idées. Ça prouve pas qu'il n'y a pas moyen de mettre d'accord les gens qui sont là. Bon, moi, il y a des gens que je connais sur cette liste-là, et ce pas des gens avec qui je vais m'engueuler de manière systématique. Et je pourrais me mettre aussi d'accord avec certains qui n'ont pas répondu, ou bien qu'on n'a même pas sollicité. J'en sais rien s'ils ont décidé de ne pas répondre ou si on ne les a pas sollicités. Je ne fais pas partie des gens qui ont pris l'initiative de ce truc-là. Je ne fais pas partie de France Culture parmi les gens qui ont organisé ce projet. Enfin voilà, il y a des choses à faire, on est toujours là. On a une très très belle tradition. Il y a encore il y a des tas de gens qui ont réfléchi à ce qu'on pouvait continuer à faire et ce qu'il faut faire maintenant. Alors voilà, on est là. Si vous avez de bonnes idées, s'il y a des initiatives, vous les lancez. S'il y a des trucs que vous aimeriez qu'on publie sur mon blog, n'hésitez pas une seconde. Envoyez-moi vos idées. Il y a une dame qui m'a appelé, c'était quoi, avant-hier, et on va peut-être faire des choses ensemble. Le monde est là, l'avenir est devant nous. Il y a des petits pépins, mais il y a toujours eu. Notre vie est limitée. Ce sera pas, voilà, je vais dire le contraire de Monsieur Laurent Alexandre. Il n'y a personne parmi les gens qui me regardent qui vivront 1000 ans. Non, 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 non. J'en suis aussi sûr que lui, il est sûr qu'il y a des gens qui le regardent et qui vivront déjà 1000 ans. Non, mais il y a des tas de choses à faire et on peut les faire et on peut les faire ensemble. Et voilà. Il n'y a que la volonté qui manque ou qui n'est pas assez mobilisée. Mais allons-y. Allez, à bientôt.